Tout ce que tu vois, tout ce que tu as jamais vu, chaque étoile, chaque galaxie, chaque photon capté par le plus puissant des télescopes jamais construits par l'humanité, tout cela ne représente qu'une infime fraction de ce qui existe réellement. Et quand je dis infime, je ne parle pas d'un petit pourcentage. Je parle de quelque chose de si ridiculement minuscule que les mots eux-mêmes deviennent inutiles pour le décrire. L'univers observable, cette immense sphère de 46 milliards d'années-lumière de rayons dans laquelle baignent des milliards de galaxies, pourrait n'être qu'un grain de sable perdu sur une plage qui s'étend à l'infini. Ou pire encore, un grain de sable perdu sur une plage qui n'a ni début ni fin, dans un monde qui n'a ni haut ni bas, dans une réalité qui n'a peut-être même pas de nom. Ce soir, on va aller là où personne ne peut aller. Pas physiquement, pas avec des fusées, pas avec des sondes, pas même avec la lumière. On va franchir la frontière ultime, celle que la physique elle-même hésite à regarder en face. Et ce qu'on va trouver de l'autre côté, si tant est qu'il y ait un autre côté, risque de changer à jamais la façon dont tu perçois ta propre existence. 3 mystères vont nous accompagner tout au long de ce voyage. Le premier, c'est la question de ce que contient réellement l'espace au-delà de notre horizon cosmique, là où la lumière n'a tout simplement pas eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Le deuxième, c'est la possibilité terrifiante que les lois de la physique, ces règles fondamentales que nous croyons universelles et éternelles, ne soient en réalité que des accidents locaux, des caprices d'un univers qui pourrait fonctionner selon des règles totalement différentes à quelques milliards d'années-lumière plus loin. Et le troisième, peut-être le plus vertigineux de tous, c'est la question de savoir si notre univers tout entier, avec ses milliards de galaxies, ses trous noirs, ses supernovas et ses civilisations potentielles, ne serait qu'une bulle parmi une infinité d'autres bulles, flottant dans un océan de réalité dont nous ne pouvons même pas concevoir la nature. Tu vas découvrir ce soir quelque chose qui va te poursuivre bien après que cette vidéo soit terminée. Quelque chose qui ne s'oublie pas facilement, parce qu'une fois que tu comprends vraiment ce que signifie l'au-delà de l'univers observable, tu ne peux plus jamais regarder le ciel nocturne de la même manière. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, par ces questions qui repoussent que les limites de l'esprit humain, abonne-toi. Le voyage commence maintenant. On nous a appris une histoire, une belle histoire, rassurante à sa manière. L'histoire officielle de l'univers, celle que l'on retrouve dans les manuels scolaires, dans les documentaires grand public, dans les conférences de vulgarisation. Elle ressemble à peu près à ceci. Il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, quelque chose s'est produit. Un événement que nous appelons le Big Bang. Non pas une explosion au sens classique du terme, mais une expansion fulgurante de l'espace-temps lui-même. À partir de ce moment initial, l'univers s'est étendu, refroidi, structuré. Les premières particules se sont formées, puis les premiers atomes, puis les premières étoiles, puis les premières galaxies. Et nous voilà, 13 milliards 800 millions d'années plus tard, debout sur une petite planète rocheuse en orbite autour d'une étoile banale, dans une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres, contemplant le cosmos et essayant de comprendre d'où nous venons. Dans cette version de l'histoire, l'univers observable est présenté comme une sorte de bulle gigantesque, une sphère dont le centre, c'est nous. Non pas parce que nous sommes au centre de quoi que ce soit de spécial, mais simplement parce que l'univers observable est défini par la distance maximale que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang pour nous atteindre. Cette sphère a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Tu te demandes peut-être pourquoi 46 milliards d'années-lumière si l'univers n'a que 13 milliards 800 millions d'années. La réponse tient à l'expansion de l'espace lui-même. La lumière qui nous parvient des confins de l'univers observable a été émise il y a très longtemps. Mais pendant qu'elle voyageait vers nous, l'espace entre sa source et nous s'est étiré. Résultat, l'objet qui a émis cette lumière se trouve aujourd'hui bien plus loin qu'il ne l'était au moment de l'émission. C'est un peu comme si tu marchais sur un tapis roulant qui s'allonge pendant que tu avances. Tu fais un pas, mais le sol derrière toi s'est étiré de 2 pas.
La distance parcourue par la lumière et la distance actuelle de sa source ne correspondent plus. Cette bulle observable contient, selon les estimations les plus récentes, environ 2000 milliards de galaxies. Chacune de ces galaxies contient en moyenne entre 100 milliards et 1000 milliards d'étoiles. Le nombre total d'étoiles dans l'univers observable est si grand qu'il dépasse la capacité de l'esprit humain à le visualiser. On parle de quelque chose comme un septillion d'étoiles, un chiffre avec 24 zéros. Et autour de chacune de ces étoiles, statistiquement, orbite au moins une planète. Le nombre de mondes dans notre univers observable est tout simplement inconcevable. Et pourtant, cette immensité vertigineuse, cette bulle colossale remplie de milliards de galaxies, pourrait n'être rien. Absolument rien comparé à ce qui existe au-delà. Voici ce que la version officielle ne dit pas clairement. Ou plutôt, voici ce qu'elle murmure du bout des lèvres, sans jamais vraiment insister. L'univers observable n'est pas l'univers. C'est une phrase simple, mais ses implications sont abyssales. L'univers observable est juste la portion de l'univers que nous pouvons voir. C'est une limitation de notre perspective, pas une limitation de la réalité. Au-delà de cette sphère de 46 milliards d'années-lumière, l'espace continue, les galaxies continuent, les étoiles continuent, la matière continue, les lois de la physique continuent. Probablement, peut-être, c'est là que ça commence à devenir troublant. Parce que la vérité, c'est que nous n'en savons rien, strictement rien. Et ce n'est pas une question de technologie insuffisante ou de manque de financement pour la recherche spatiale. C'est une limitation fondamentale, inscrite dans le tissu même de la réalité. La lumière voyage à une vitesse finie. L'univers a un âge fini. Par conséquent, il existe une frontière au-delà de laquelle aucune information ne peut nous parvenir. Pas aujourd'hui, pas demain, pas dans 1 million d'années, pas dans 1 milliard d'années. Jamais. Cette frontière, cet horizon cosmique, est aussi infranchissable que l'horizon des événements d'un trou noir. Sauf que celui-ci nous entoure dans toutes les directions. Nous sommes, en quelque sorte, piégés à l'intérieur de notre propre bulle d'observation, condamnés à spéculer sur ce qui se trouve de l'autre côté. La version standard de la cosmologie moderne, le modèle lambda CDM, celui qui décrit l'univers avec une constante cosmologique et de la matière noire froide, nous dit que l'univers est probablement beaucoup plus grand que sa partie observable. Beaucoup, beaucoup plus grand. Certaines estimations, basées sur les mesures de la courbure de l'espace-temps, suggèrent que l'univers total pourrait être au moins 250 fois plus grand que l'univers observable en diamètre. D'autres calculs vont beaucoup plus loin. Une étude publiée dans les archives de prépublication scientifique a estimé que si l'univers est fini mais extrêmement grand, son volume pourrait dépasser celui de l'univers observable par un facteur de 10 élevé à la puissance 23. 10 suivi de 23 zéros. Pour mettre cela en perspective, c'est comme comparer un atome à l'ensemble de la Terre. L'univers observable, avec ses milliards de galaxies, ses septillions d'étoiles, ses distances inconcevables, serait à l'univers total ce qu'un atome est à notre planète. Et ce n'est que l'estimation conservatrice, parce que d'autres modèles cosmologiques suggèrent quelque chose d'encore plus radical. L'univers pourrait être infini, pas très grand, pas immensément grand, pas incroyablement grand, infini, sans bord, sans limite, sans fin, s'étendant dans toutes les directions pour l'éternité, rempli de matière, d'énergie, de galaxies, d'étoiles et peut-être de vie, à jamais. Si cette idée te semble abstraite, permets-moi de la rendre plus concrète. Si l'univers est véritablement infini, alors il contient une quantité infinie de matière organisée en un nombre infini de configurations possibles. Or, le nombre de façons dont les particules peuvent s'arranger dans un volume fini d'espace est astronomiquement grand, mais il est fini. Ce qui signifie que dans un univers infini, chaque configuration possible doit se reproduire. Non pas une fois, mais un nombre infini de fois. Ce qui signifie, et c'est là que ça devient vraiment troublant, que quelque part, incroyablement loin de nous, au-delà de tout espoir de contact ou d'observation, il existe une autre Terre, identique à la nôtre, avec les mêmes continents, les mêmes océans, les mêmes villes. Avec une autre version de toi,
assise exactement là où tu es en ce moment, écoutant exactement ces mêmes stimos, se posant exactement les mêmes questions. Et cette copie n'est pas unique. Dans un univers infini, il en existe un nombre infini. Certaines sont strictement identiques. D'autres diffèrent par un détail microscopique, un atome placé différemment, un photon parti dans une autre direction. Et d'autres encore diffèrent radicalement des versions de la Terre où les dinosaures n'ont jamais disparu, des versions où la vie n'a jamais émergé, des versions où les constantes physiques sont légèrement différentes et où la chimie produit des formes de matière que nous ne pouvons même pas imaginer. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence logique directe de l'hypothèse d'un univers infini combiné aux lois de la physique telles que nous les comprenons. Le physicien Max Tegmark, du Massachusetts Institute of Technology, a calculé que la distance moyenne jusqu'à la copie la plus proche de toi serait d'environ 10 élevés à la puissance 10 élevés à la puissance 29 mètres. Un nombre si grand qu'il est littéralement impossible à écrire en notation décimale standard, même si tu utilisais chaque atome de l'univers observable comme un chiffre. Cette distance est absurde, elle est grotesque, elle dépasse toute forme de compréhension intuitive, mais elle n'est pas infinie. Et dans un univers infini, toute distance finie finit par être parcourue. Mais voilà, la version officielle s'arrête généralement ici. Elle mentionne ces possibilités du bout des lèvres, puis elle revient prudemment à ce que nous pouvons mesurer, observer, tester. Et c'est normal, c'est comme ça que fonctionne la science. On ne s'avance pas au-delà de ce que les données permettent d'affirmer. Mais cette prudence méthodologique, aussi nécessaire soit-elle, laisse dans l'ombre une question fondamentale. Que se passe-t-il vraiment au-delà de notre horizon cosmique ? Pas ce qui pourrait se passer, pas ce qui devrait se passer selon nos modèles, mais ce qui se passe réellement. Et c'est là que la version officielle commence à se fissurer. Parce que nos modèles reposent sur une hypothèse fondamentale. Une hypothèse si profondément ancrée dans notre façon de faire de la cosmologie que nous oublions souvent qu'il s'agit d'une hypothèse et non d'un fait démontré. Cette hypothèse s'appelle le principe cosmologique. Elle stipule que l'univers, à grande échelle, est homogène et isotrope. Homogène signifie que la matière est distribuée de façon uniforme partout. Isotrope signifie que l'univers a la même apparence dans toutes les directions. En d'autres termes, le principe cosmologique dit que l'endroit où nous nous trouvons n'a rien de spécial. Que si nous pouvions nous téléporter instantanément à n'importe quel autre point de l'univers, même au-delà de l'horizon observable, nous verrions essentiellement la même chose. Des galaxies, des étoiles, du vide, de la matière noire, de l'énergie sombre, le tout distribué de façon statistiquement similaire. C'est une hypothèse élégante. Elle simplifie énormément les équations. Elle rend la cosmologie mathématiquement tractable. Et elle est soutenue par les observations à l'intérieur de notre univers observable. Le fond diffus cosmologique, cette lueur résiduelle du Big Bang qui baigne l'univers entier, est remarquablement uniforme dans toutes les directions. Les grandes structures cosmiques, les filaments de galaxies et les vides qui les séparent, semblent suivre les mêmes schémas statistiques partout où nous regardons. Tout semble cohérent avec l'idée que l'univers est le même partout. Mais des fissures sont apparues, des anomalies, des signaux troublants qui suggèrent que peut-être, juste peut-être, le principe cosmologique n'est pas tout à fait correct. Et si cette hypothèse fondamentale s'effondre, alors tout ce que nous pensons savoir sur ce qui se trouve au-delà de l'univers observable s'effondre avec elle. L'une de ces anomalies est ce que les cosmologistes appellent le flux sombre. En 2008, une équipe dirigée par Alexander Kashlinsky, du centre de vol spatial Goddard de la NASA, a découvert quelque chose d'inattendu. En analysant les mouvements de centaines d'amas de galaxies, ils ont constaté que ces amas se déplaçaient tous dans la même direction, vers une région spécifique du ciel, à une vitesse d'environ 1000 km par seconde. Ce mouvement coordonné ne pouvait pas être expliqué par les structures gravitationnelles connues à l'intérieur de l'univers observable. Quelque chose, situé au-delà de notre horizon cosmique, semblait exercer une attraction gravitationnelle massive sur notre voisinage cosmique. Quelque chose d'énorme, quelque chose d'invisible, quelque chose qui ne devrait pas exister si le principe cosmologique est correct.
Cette découverte a été controversée. D'autres équipes ont contesté les résultats. Les données ont été réanalysées, les méthodes critiquées, les conclusions débattues. Mais le signal n'a jamais complètement disparu. Et d'autres anomalies similaires sont venues s'ajouter au tableau. Le cold spot, par exemple. Une zone anormalement froide dans le fond diffus cosmologique, découverte en 2004 par le satellite WMAP, qui ne correspond à aucune structure connue et qui pourrait, selon certaines hypothèses, être la trace d'une interaction entre notre univers et un autre univers voisin. Ou encore l'axe du mal, un alignement inattendu des fluctuations du fond diffus cosmologique qui semble pointer dans une direction privilégiée, violant directement le principe d'isotropie. Ces anomalies ne prouvent rien à elles seules. Chacune pourrait avoir une explication banale, un artefact statistique, un biais observationnel, une fluctuation aléatoire. Mais prises ensemble, elles dessinent un tableau inquiétant. Un tableau qui suggère que ce qui se trouve au-delà de notre horizon cosmique pourrait être très différent de ce que nos modèles prédisent. Et si c'est le cas, alors la version officielle de l'univers, cette histoire rassurante d'un cosmos uniforme et prévisible, n'est qu'une illusion locale. Un mirage cosmique créé par notre perspective limitée. Imagine que tu vis sur une île minuscule au milieu d'un océan infini. Tu ne vois que de l'eau, dans toutes les directions, jusqu'à l'horizon. Tu en conclus naturellement que le monde entier est un océan. Mais au-delà de ton horizon, il y a peut-être des continents, des montagnes, des déserts, des glaciers, des paysages que tu n'as jamais imaginés et que tu ne pourrais même pas concevoir à partir de ta seule expérience de l'eau. Le principe cosmologique est l'équivalent de dire que le monde entier ressemble à ce que tu vois depuis ton île. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être terriblement faux. Et voilà la question qui doit rester avec toi pendant la suite de ce voyage. Et si l'au-delà de l'univers observable n'était pas simplement plus de la même chose? Et s'il ne s'agissait pas simplement de davantage de galaxies, de davantage d'étoiles, de davantage de vide? Et si ce qui attend au-delà de notre horizon cosmique était quelque chose de fondamentalement différent? Quelque chose d'inimaginable? Quelque chose pour lequel nous n'avons ni mots, ni concept, ni cadre de référence? Parce que certains des esprits les plus brillants de la physique théorique contemporaine pensent exactement cela. Ils pensent qu'Archance que l'au-delà de l'univers observable ne contient pas simplement plus d'univers. Ils pensent qu'il contient d'autres univers. Des univers avec des lois physiques différentes, des dimensions différentes, des structures fondamentales différentes. Des univers où le temps coule autrement, où l'espace a d'autres propriétés, où la matière elle-même obéit à des règles que notre physique ne peut même pas formuler. Et ces univers ne sont pas des spéculations fantaisistes. Ils émergent naturellement, presque inévitablement, des théories physiques les plus rigoureuses et les mieux testées dont nous disposons. Mais la réalité est bien plus sombre que ce que cette introduction laisse entrevoir. Bien plus vertigineuse, bien plus déstabilisante. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord plonger dans les mécanismes fondamentaux qui définissent les limites de notre perception cosmique. Il faut comprendre pourquoi nous sommes enfermés dans cette bulle, pourquoi nous ne pourrons jamais en sortir. Est-ce que les équations murmurent quand on les pousse au-delà de ce que nos instruments peuvent mesurer? Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va te forcer à reconsidérer tout ce que tu croyais savoir sur la taille, la nature et la signification de l'univers. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une conséquence directe de ce que la physique moderne nous révèle quand on a le courage de suivre ses conclusions jusqu'au bout. Même quand elles deviennent inconfortables, même quand elles deviennent terrifiantes, même quand elles remettent en question l'idée même que notre existence a un sens dans un cosmos si vaste qu'il échappe à toute forme de compréhension. Ferme les yeux si tu le souhaites, laisse ta respiration se calmer et prépare-toi à quitter les rivages familiers de l'univers observable pour plonger dans l'obscurité absolue de ce qui pourrait se trouver au-delà. Un au-delà qui n'était pas simplement loin. Un au-delà qui est peut-être d'une nature totalement différente de tout ce que l'esprit humain a jamais tenté de concevoir. La réalité est bien plus sombre que ce qu'on nous a raconté. Et ce voyage ne fait que commencer. L'horizon cosmique est une prison invisible. Une prison dont les murs ne sont pas faits de matière, mais de temps.
Pour comprendre ce qui pourrait se cacher au-delà de l'univers observable, il faut d'abord saisir avec précision pourquoi cette limite existe, comment elle fonctionne, et pourquoi elle est si absolue qu'aucune technologie imaginable ne pourra jamais la franchir. Quand tu regardes le ciel nocturne, tu ne vois pas le présent, tu vois le passé. La lumière des étoiles les plus proches de nous, celle du système Alpha Centauri, a voyagé pendant 4 années avant d'atteindre tes yeux. La lumière de Bételgeuse, cette géante rouge qui orne la constellation d'Orion, a quitté sa surface il y a environ 700 ans, avant même que Christophe Colomb ne traverse l'Atlantique. La lumière du centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, a mis 26 000 ans pour nous parvenir. Elle a été émise à l'époque où nos ancêtres peignaient des bisons sur les parois des grottes. Plus tu regardes loin dans l'espace, plus tu regardes loin dans le temps. C'est une conséquence inévitable du fait que la lumière voyage à une vitesse finie. Environ 300 000 km par seconde dans le vide. Cela peut sembler incroyablement rapide à l'échelle humaine, mais à l'échelle cosmique, c'est d'une lenteur désespérante. L'univers est si vaste que la lumière met des milliards d'années pour traverser les distances qui séparent les grandes structures cosmiques. Maintenant, imagine que tu pointes le plus puissant des télescopes vers le ciel et que tu cherches les objets les plus lointains possibles. Que vois-tu ? Tu vois des galaxies de plus en plus anciennes, de plus en plus primitives, figées dans des états de plus en plus proches du Big Bang. À mesure que tu regardes plus loin, tu remontes le temps. Jusqu'où peux-tu remonter ? Jusqu'à l'époque où l'univers était si chaud, si dense, que la lumière ne pouvait pas voyager librement. Cette époque correspond à environ 380 000 ans après le Big Bang, le moment où l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les noyaux atomiques et forment les premiers atomes neutres. Avant ce moment, l'univers était un plasma opaque. La lumière était constamment absorbée et réémise, incapable de parcourir la moindre distance significative. Après ce moment, l'univers est devenu transparent et la lumière a pu voyager librement pour la première fois. Cette première lumière libérée, cette lueur fossile du jeune univers, est ce que nous appelons le fond diffus cosmologique. C'est le rayonnement le plus ancien que nous puissions détecter, la limite ultime de notre vision du passé. Quand nous observons le fond diffus cosmologique, nous regardons un mur de lumière, un mur au-delà duquel nous ne pouvons pas voir, non pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que la lumière antérieure à cette époque n'a jamais pu nous atteindre. Ce mur de lumière définit une première limite à notre connaissance. Mais ce n'est pas la seule limite, ni même la plus importante. Parce que même si nous pouvions d'une manière ou d'une autre voir à travers ce mur, même si nous disposions de détecteurs capables de capter les neutrinos ou les ondes gravitationnelles émises encore plus tôt dans l'histoire cosmique, nous nous heurterions à une autre barrière. Une barrière encore plus fondamentale. Cette barrière, c'est l'expansion accélérée de l'univers. En 1929, l'astronome Edwin Hubble fit une découverte qui allait bouleverser notre compréhension du cosmos. En observant des galaxies lointaines, il constata que leur lumière était systématiquement décalée vers le rouge. Ce décalage, appelé redshift, indiquait que ces galaxies s'éloignaient de nous. Et plus une galaxie était lointaine, plus elle s'éloignait rapidement. Hubble en conclut que l'univers était en expansion. Non pas que les galaxies se déplaçaient à travers un espace statique, mais que l'espace lui-même s'étirait, entraînant les galaxies avec lui. Cette découverte était déjà révolutionnaire, mais en 1998, 2 équipes indépendantes d'astronomes firent une découverte encore plus stupéfiante. En étudiant des supernovas lointaines, ces explosions d'étoiles dont la luminosité est si prévisible qu'on peut les utiliser comme des chandelles standards pour mesurer les distances cosmiques, ils constatèrent quelque chose d'inattendu. L'expansion de l'univers ne ralentissait pas, comme on s'y attendait sous l'effet de la gravité. Elle accélérait. Quelque chose, une force mystérieuse, une énergie invisible imprégnant l'espace lui-même, poussait l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Les cosmologistes baptisèrent cette force l'énergie sombre. Un nom qui reflète avant tout notre ignorance. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie sombre. Nous ne savons pas d'où elle vient. Nous ne savons pas pourquoi elle a exactement l'intensité qu'elle a.
Nous savons seulement qu'elle représente environ 68% du contenu énergétique total de l'univers et qu'elle détermine son destin ultime. L'accélération cosmique a des conséquences terrifiantes pour notre capacité à explorer l'univers. À mesure que l'espace s'étend de plus en plus vite, les galaxies lointaines s'éloignent de nous à des vitesses de plus en plus grandes. Certaines galaxies que nous pouvons encore voir aujourd'hui s'éloignent déjà de nous à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Comment est-ce possible ? Parce que la limite de la vitesse de la lumière s'applique au mouvement des objets à travers l'espace, pas à l'expansion de l'espace lui-même. L'espace peut s'étirer aussi vite qu'il le veut, et les objets pris dans cette expansion sont emportés avec lui, même si leur vitesse relative par rapport à nous dépasse celle de la lumière. Ces galaxies superluminiques, celles qui s'éloignent plus vite que la lumière, sont déjà inaccessibles. Même si nous envoyions un signal vers elles à la vitesse de la lumière, ce signal ne les atteindrait jamais. L'espace entre nous et elles s'étend plus vite que la lumière ne peut le traverser. Ces galaxies sont prisonnières de l'autre côté de ce que les cosmologistes appellent l'horizon cosmique des événements, un nom approprié, car cet horizon fonctionne exactement comme l'horizon des événements d'un trou noir. Rien de ce qui se trouve au-delà ne peut nous affecter. Aucune information, aucun signal, aucune influence ne peut franchir cette frontière dans notre direction. Et voici le détail crucial. Cet horizon cosmique se rapproche de nous. Pas littéralement, car l'horizon n'est pas un objet physique, mais une limite conceptuelle. Mais la quantité de l'univers que nous pouvons potentiellement observer diminue avec le temps. Des galaxies qui sont aujourd'hui juste à l'intérieur de notre horizon observable vont bientôt le franchir et disparaître à jamais de notre vue. Leur lumière va progressivement se décaler vers des longueurs d'onde de plus en plus grandes, devenant invisibles, puis indétectables, puis, pour tous les effets pratiques, inexistantes. Une à une, les lumières de l'univers vont s'éteindre. Pas parce que les étoiles meurent, mais parce que leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. Si tu te projettes dans un futur très, très lointain, des billions d'années dans le futur, l'univers observable sera devenu un endroit extraordinairement solitaire. Toutes les galaxies extérieures à notre groupe local, ce petit amas de quelques dizaines de galaxies liées gravitationnellement qui inclut la Voie lactée et Andromède, auront disparu au-delà de l'horizon. Le ciel nocturne sera vide, complètement vide. Une civilisation qui naîtrait à cette époque, si une telle chose est possible, n'aurait aucun moyen de savoir que d'autres galaxies existent. Elle regarderait le ciel et ne verrait qu'une seule galaxie, la leur, seule au milieu d'un vide infini et parfait. Elle pourrait naturellement conclure que l'univers se résume à cette unique structure, que rien d'autre n'existe et n'a jamais existé. Et elle aurait tort, désespérément tort, mais elle n'aurait aucun moyen de le savoir. Pense à ce que cela implique pour notre propre situation. Nous regardons le ciel aujourd'hui et nous voyons des milliards de galaxies. Nous avons la chance de vivre à une époque cosmique où l'univers observable contient encore une richesse inimaginable de structures. Mais qu'avons-nous déjà perdu ? Combien de galaxies existaient autrefois dans notre univers observable et ont depuis disparu au-delà de l'horizon ? Combien de civilisations, de mondes, d'histoires sont maintenant à jamais hors de notre portée ? Non pas à cause de la distance, mais à cause de l'expansion implacable de l'espace. Et surtout, combien de choses existent en ce moment même, juste au-delà de notre horizon, que nous ne pouvons pas voir et ne pourrons jamais voir. C'est ici que la science atteint ses limites, non pas par manque de financement ou d'ingéniosité, mais par principe. Il existe des informations sur l'univers qui nous sont fondamentalement inaccessibles. Des vérités cosmiques que nous ne pouvons pas découvrir, des réalités que nous ne pouvons pas observer, des mystères que nous ne pouvons pas résoudre. Et cela soulève une question philosophique profonde. Si quelque chose existe mais ne peut jamais être observé, même en principe, par aucun observateur dans notre univers, existe-t-il vraiment ? Cette question n'est pas rhétorique. Elle touche au fondement même de ce que nous entendons par réalité. Mais laissons la philosophie de côté pour le moment et concentrons-nous sur ce que la physique peut nous dire. Parce que même si nous ne pouvons pas observer directement ce qui se trouve au-delà de notre horizon, nous pouvons extrapoler.
nous pouvons utiliser les lois de la physique telles que nous les comprenons et les projeter au-delà des limites de notre vision. Et quand nous faisons cela, nous découvrons quelque chose de troublant. Nos meilleurs modèles cosmologiques suggèrent que l'univers est soit extrêmement grand et fini, soit carrément infini. Dans les deux cas, l'immensité de ce qui se trouve au-delà de notre horizon dépasse toute capacité de visualisation. Mais le point crucial est le suivant. Ces modèles supposent que les lois de la physique sont les mêmes partout. Ils supposent que les constantes fondamentales, la charge de l'électron, la masse du proton, la constante de Planck, la vitesse de la lumière, ont exactement les mêmes valeurs au-delà de notre horizon qu'ici. Ils supposent que la structure de l'espace-temps est continue et uniforme, que les équations de la relativité générale s'appliquent de la même manière partout, que les règles du jeu cosmique sont universelles. Mais ces suppositions ne sont que cela, des suppositions. Nous n'avons aucun moyen de les vérifier, et certaines théories physiques modernes suggèrent qu'elles pourraient être fausses. La théorie des cordes, par exemple, prédit l'existence d'un nombre immense de configurations possibles pour les lois de la physique. Le nombre exact est sujet à débat, mais certaines estimations le placent autour de 10 élevé à la puissance 500. Un nombre si grand qu'il dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable par un facteur inconcevable. Chacune de ces configurations correspondrait à un univers avec des lois physiques légèrement ou radicalement différentes. Des constantes fondamentales différentes, des particules élémentaires différentes, des forces différentes, des dimensions spatiales différentes. Si la théorie des cordes est correcte, et c'est un grand si car la théorie n'a jamais été confirmée expérimentalement, alors notre univers, avec ses lois physiques particulières, n'est qu'une possibilité parmi un océan presque infini de possibilités. Et la question devient alors de savoir pourquoi notre univers a ces lois-là plutôt que d'autres. Une réponse possible, et c'est une réponse qui a gagné beaucoup de crédibilité dans les milieux cosmologiques au cours des dernières décennies, est que tous ces univers possibles existent réellement, quelque part, d'une manière ou d'une autre, peut-être dans des régions de l'espace au-delà de notre horizon cosmique, peut-être dans des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir, peut-être dans des branches d'une fonction d'onde universelle qui s'est scindée à chaque événement quantique depuis le début du temps. La nature exacte de cette existence varie selon les théories, mais l'idée de base reste la même. Notre univers observable n'est pas unique. Il n'est qu'un échantillon, un exemple, une variation parmi d'innombrables autres. C'est une idée vertigineuse. Elle suggère que la question de ce qui se trouve au-delà de l'univers observable n'a pas une seule réponse, mais potentiellement une infinité de réponses différentes selon la direction dans laquelle tu voyages, ou selon la manière dont tu définis le mot au-delà. Mais revenons à ce que nous pouvons raisonnablement inférer à partir de nos observations actuelles. Le fond diffus cosmologique, cette lumière fossile du Big Bang, nous donne des indices précieux sur la géométrie globale de l'univers. Les fluctuations de température dans ce rayonnement, ces minuscules variations d'un millième de degré qui correspondent aux graines des futures galaxies, nous permettent de mesurer la courbure de l'espace à grande échelle. Si l'univers a une courbure positive, comme la surface d'une sphère, alors il est fini mais sans bord. Si tu voyages assez loin dans n'importe quelle direction, tu finirais par revenir à ton point de départ, comme un avion qui fait le tour de la Terre. Si l'univers a une courbure négative, comme la surface d'une selle de cheval, alors il est infini et ouvert. Et si l'univers est parfaitement plat, avec une courbure nulle, alors il peut être soit infini, soit fini avec une topologie complexe, comme un tore ou une bouteille de Klein cosmique. Les mesures actuelles, principalement celles du satellite Planck lancé par l'Agence spatiale européenne, indiquent que l'univers est remarquablement plat. Sa courbure, si elle existe, est si proche de zéro que nous ne pouvons pas la mesurer avec nos instruments actuels. Cela signifie soit que l'univers est exactement plat, ce qui semble requérir un ajustement fin extraordinaire des conditions initiales, soit que toute courbure est tellement diluée par l'immensité de l'univers qu'elle devient indétectable à notre échelle. Dans les deux cas, la conclusion est la même. L'univers total est énormément plus grand que l'univers observable. Les limites inférieures, dérivées de la précision de nos mesures de courbure, suggèrent que si l'univers est fini et sphérique,
son rayon serait au moins 250 fois plus grand que le rayon de l'univers observable. Mais il pourrait être des milliards, des billions, des googles de fois plus grand. Il pourrait être infini. Et dans cet au-delà immense, que se passe-t-il? Si le principe cosmologique est correct, alors l'au-delà ressemble essentiellement à ce que nous voyons ici. Des galaxies, des étoiles, des planètes, du vide, de la matière noire, de l'énergie sombre. Plus de la même chose, à perte de vue, jusqu'à l'infini peut-être. Dans cette vision, l'au-delà n'est pas vraiment mystérieux. Il est simplement inaccessible. Mais si le principe cosmologique est faux, si les anomalies que nous avons détectées sont les premiers indices d'une inhomogénéité à grande échelle, alors tout devient possible. L'au-delà pourrait être radicalement différent de notre voisinage cosmique. Il pourrait y avoir des régions où la densité de matière est très différente, où les structures cosmiques prennent des formes que nous n'avons jamais observées, où les galaxies sont plus grandes, plus petites, plus denses, plus dispersées ou complètement absentes. Et si les théories du multivers sont correctes, l'au-delà pourrait être encore plus étrange. Il pourrait y avoir des régions où les lois de la physique elles-mêmes sont différentes, des régions où la gravité est plus forte ou plus faible, où les particules élémentaires ont d'autres masses, où d'autres forces existent que nous ne connaissons pas. Des régions où la matière n'existe pas sous une forme reconnaissable, où l'espace a plus ou moins de dimensions que les 3 que nous connaissons, où le temps lui-même coule différemment ou n'existe pas du tout. La science ne peut pas trancher entre ces possibilités. Pas encore, peut-être pas jamais. Parce que par définition, ce qui se trouve au-delà de notre horizon cosmique est hors de portée de toute observation directe. Nous ne pouvons que spéculer, extrapoler, théoriser. Et les théories que nous construisons nous disent autant sur nos propres limitations conceptuelles que sur la réalité qu'elles prétendent décrire. C'est la situation inconfortable dans laquelle se trouve la cosmologie moderne. Nous avons construit des modèles remarquablement précis de l'univers observable. Nous comprenons son histoire depuis une fraction de seconde après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons prédire son évolution future avec une confiance raisonnable. Mais dès que nous essayons de dépasser les limites de notre horizon, nous entrons dans un territoire où la science cède la place à la conjecture éduquée. Et peut-être que c'est normal. Peut-être que certaines questions n'ont tout simplement pas de réponse scientifique. Peut-être que la question de ce qui se trouve au-delà de l'univers observable appartient davantage au domaine de la philosophie, ou de la métaphysique, ou de la poésie, qu'à celui de la physique empirique. Mais cette réponse ne satisfait pas les cosmologistes. Elle ne satisfait pas les physiciens théoriciens. Elle ne satisfait pas non plus cette curiosité fondamentale qui nous pousse, en tant qu'espèce, à toujours vouloir savoir ce qui se trouve de l'autre côté de la colline, de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté de l'horizon. Cette même curiosité qui nous a poussés hors d'Afrique il y a des dizaines de milliers d'années, qui nous a poussés à construire des navires pour explorer les mers, des avions pour conquérir le ciel, des fusées pour atteindre la Lune et au-delà. Cette curiosité se heurte maintenant à une barrière qu'elle ne peut pas franchir, et elle refuse de l'accepter. Alors les théoriciens continuent de théoriser. Ils continuent de construire des modèles de ce qui pourrait se trouver au-delà. Ils continuent de chercher des indices indirects, des anomalies dans nos données, des signatures subtiles qui pourraient nous dire quelque chose sur ce que nous ne pouvons pas voir directement. Et parfois, ils trouvent qu'il y a des choses troublantes, des choses qui suggèrent que l'au-delà pourrait être bien plus étrange, bien plus violent, bien plus dangereux que nous ne l'imaginons. Car l'univers au-delà de notre horizon n'est pas un endroit paisible. Si nos théories sont correctes, il est le théâtre de processus d'une violence inconcevable. Des processus qui façonnent la structure même de la réalité, qui créent et détruisent des univers entiers, qui libèrent des quantités d'énergie si grandes qu'elles défient l'imagination. Et certains de ces processus pourraient, un jour, atteindre notre petit coin tranquille du cosmos et le transformer à jamais. Dans les profondeurs de l'espace intergalactique, là où la densité de matière tombe à des niveaux si bas que tu pourrais voyager pendant des millions d'années-lumière sans rencontrer un seul atome. Quelque chose d'étrange se produit. L'espace lui-même n'est pas vide. Il bouillonne, il fluctue, il crée et détruit des particules dans un balai quantique perpétuel qui défie notre intuition classique de ce que signifie le néant. Ce phénomène, connu sous le nom de fluctuation quantique du vide,
est l'une des prédictions les plus étranges et les mieux vérifiées de la physique quantique. Le vide, au sens physique du terme, n'est pas vraiment vide. Il est rempli d'une activité frénétique à des échelles si petites qu'elles échappent à toute observation directe. Des paires de particules et d'antiparticules apparaissent spontanément, existent pendant une fraction infinitésimale de seconde, puis s'annihilent mutuellement et disparaissent. L'énergie pour créer ces particules est empruntée au vide lui-même, puis remboursée si rapidement que les lois de la conservation ne sont pas violées à des échelles mesurables. Normalement, ces fluctuations sont insignifiantes. Elles se produisent car à des échelles de l'ordre de la longueur de Planck, environ 10 élevées à la puissance moins 35 mètres. Un nombre si petit qu'il faudrait des milliards de longueurs de Planck pour égaler le diamètre d'un proton. À notre échelle quotidienne, ces fluctuations se moyennent et s'annulent, laissant un vide qui semble parfaitement lisse et tranquille. Mais dans les premiers instants de l'univers, ces fluctuations ont eu des conséquences cosmiques. Selon la théorie de l'inflation cosmique, l'univers a traversé une phase d'expansion extraordinairement rapide juste après le Big Bang. Pendant cette phase inflationnaire, qui n'a duré qu'une fraction de seconde, l'univers s'est agrandi d'un facteur d'au moins 10 élevé à la puissance 26. C'est comme si un atome avait soudainement grossi jusqu'à dépasser la taille de l'univers observable actuel. Cette expansion fulgurante a eu un effet crucial sur les fluctuations quantiques du vide. Elle les a étirées, amplifiées, gelées à des échelles macroscopiques. Ce qui était des ondulations microscopiques dans le tissu de l'espace-temps est devenu des variations de densité à l'échelle cosmique. Ces variations sont les graines qui ont donné naissance aux galaxies, aux amas de galaxies, aux superamas et aux filaments qui structurent l'univers à grande échelle. Quand tu regardes le fond diffus cosmologique et que tu vois ces minuscules fluctuations de température, tu regardes l'empreinte fossile de ces fluctuations quantiques primordiales. Tu regardes le chaos quantique du vide, figé et amplifié jusqu'à des échelles cosmiques par l'expansion inflationnaire. C'est extraordinaire quand on y pense. La structure à grande échelle de l'univers, les positions des galaxies, peut-être même l'existence de la vie elle-même. Tout cela découle ultimement de fluctuations aléatoires dans le vide quantique. Mais voici ce qui devient vraiment intéressant pour notre exploration de l'au-delà de l'univers observable. Selon la plupart des modèles inflationnaires, l'inflation ne s'est pas arrêtée partout en même temps. Elle s'est arrêtée localement, dans des régions de l'espace où les conditions étaient propices. Mais elle a continué ailleurs, et elle continue peut-être encore aujourd'hui, quelque part au-delà de notre horizon. Cette idée, connue sous le nom d'inflation éternelle, a été développée par des physiciens comme Andrei Linde, Alan Guth et Alexander Vilenkin dans les années 80. Elle suggère que l'inflation, une fois commencée, ne s'arrête jamais complètement. Même si l'inflation se termine dans une région particulière, permettant à cette région de se transformer en un univers comme le nôtre, elle continue dans les régions environnantes. Et comme l'espace en inflation s'étend exponentiellement vite, il crée toujours plus de volume en inflation qu'il n'en perd par les régions qui cessent d'inflater. Le résultat est un processus qui s'auto-entretient indéfiniment. L'inflation produit des poches d'espace où elle s'arrête, des bulles d'univers comme le nôtre, mais elle continue dans l'espace entre ces bulles, créant toujours plus de bulles, pour l'éternité. L'image qui en résulte est celle d'un océan infini d'espace en inflation, parsemé d'une infinité de bulles d'univers, chacune contenant potentiellement des galaxies, des étoiles, des planètes et peut-être de la vie. Notre univers observable tout entier, avec ses 46 milliards d'années-lumière de rayons et ses milliards de galaxies, ne serait qu'une de ces bulles. Une bulle parmi une infinité d'autres. Et les autres bulles seraient séparées de nous par des océans d'espace en inflation si vastes que la lumière ne pourrait jamais les traverser, même si elle avait l'éternité pour le faire. C'est une image du cosmos radicalement différente de celle que nous avions il y a quelques décennies. L'univers n'est plus une sphère géante de matière et d'énergie en expansion. Il devient un multivers, un ensemble peut-être infini d'univers distincts, chacun avec son histoire propre, ses structures propres et peut-être ses lois physiques propres. Parce que voilà le détail crucial. Selon la théorie des cordes et d'autres approches de la physique des hautes énergies, les lois de la physique que nous observons ne sont pas fondamentales. Elles sont des phénomènes émergents,
des conséquences de la façon dont les dimensions supplémentaires de l'espace sont enroulées, de la configuration des champs quantiques dans le vide, de la géométrie complexe de structures appelées brane, qui existent dans des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir directement. Et ces configurations peuvent varier d'une bulle d'univers à l'autre. Quand l'inflation s'arrête dans une région particulière, un processus appelé réchauffement convertit l'énergie de l'inflation en matière et en rayonnement. La façon dont ce réchauffement se produit détermine les propriétés du vide dans cette région, ce qui à son tour détermine les constantes fondamentales, les masses des particules, les intensités des forces. Chaque bulle d'univers pourrait ainsi avoir ses propres lois physiques, différentes de celles que nous observons. Dans certaines bulles, la gravité pourrait être plus forte, les étoiles s'effondreraient plus rapidement, les galaxies seraient plus compactes. Dans d'autres, la gravité pourrait être plus faible, les structures cosmiques ne se formeraient jamais. L'univers resterait un brouillard diffus de particules sans organisation. Dans certaines bulles, l'électromagnétisme pourrait avoir une intensité différente, la chimie serait totalement changée, les atomes n'existeraient pas sous une forme reconnaissable. Dans d'autres encore, des forces complètement différentes pourraient exister, des forces que nous ne pouvons même pas imaginer parce qu'elles n'ont pas d'équivalent dans notre expérience. La question naturelle qui se pose est de savoir si ces autres bulles, ces autres univers avec leurs lois physiques différentes, peuvent interagir avec le nôtre. La réponse, selon la plupart des modèles, est non. Les bulles sont séparées par des océans d'espace en inflation qui s'étendent plus vite que la lumière. Rien ne peut traverser ces océans. Chaque bulle est un univers isolé, coupé de tous les autres pour l'éternité. Mais il y a une exception potentielle, une exception terrifiante. Les bulles peuvent entrer en collision. Imagine deux bulles d'univers qui se forment relativement proches l'une de l'autre dans l'océan d'espace en inflation. Chaque bulle s'étend à mesure que l'inflation s'y arrête et qu'elle se remplit de matière et d'énergie. Si les deux bulles s'étendent suffisamment vite, elles peuvent se rattraper et se toucher. Leurs frontières entrent en contact. Et quand deux univers avec des propriétés potentiellement différentes entrent en collision, les conséquences peuvent être cataclysmiques. À la frontière entre les deux univers, les lois de la physique doivent se raccorder d'une manière ou d'une autre. Les champs quantiques doivent être réajustés. L'énergie libérée par ce réajustement pourrait être colossale. Les simulations théoriques suggèrent que la collision de deux bulles d'univers produirait une onde de choc qui se propagerait à travers l'univers à une vitesse proche de celle de la lumière, détruisant potentiellement tout sur son passage. Certains cosmologistes ont proposé que les anomalies observées dans le fond diffus cosmologique, ces zones de température anormales que nous avons mentionnées, pourraient être les cicatrices d'anciennes collisions avec d'autres univers. Le cold spot, cette région anormalement froide du ciel austral, a été interprétée par certains comme la trace d'un impact avec une bulle d'univers voisine. Cette interprétation est controversée et loin d'être acceptée par la majorité des cosmologistes, mais elle illustre le fait que même les scénarios les plus spéculatifs peuvent laisser des traces observables, si on sait où regarder, et cela soulève une question troublante. Si des collisions entre univers sont possibles, alors elles se sont peut-être déjà produites dans notre passé. Et elles pourraient se produire à nouveau dans notre futur. Quelque part au-delà de notre horizon cosmique, une autre bulle d'univers pourrait être en train de se propager dans notre direction, sa frontière se rapprochant de nous à une vitesse proche de celle de la lumière. Nous ne la verrions pas venir. Nous ne pourrions pas la détecter avant qu'il ne soit trop tard. Un jour, peut-être, le ciel s'illuminerait d'une lueur impossible, et une fraction de seconde plus tard, tout ce que nous connaissons serait balayé par une vague de réalités différentes. C'est un scénario apocalyptique d'un genre nouveau. Non pas la mort par un astéroïde ou une supernova, mais la mort par rencontre avec un univers différent. La destruction non pas de la vie ou de la planète, mais de la physique elle-même. Les atomes de nos corps pourraient cesser d'être stables. Les forces qui maintiennent la matière ensemble pourraient s'effondrer ou se transformer. Nous ne mourrions pas au sens classique du terme. Nous cesserions d'exister sous une forme reconnaissable, dissous dans une soupe de particules exotiques, obéissant à des règles que notre physique ne peut même pas formuler.
Mais avant de céder à la panique existentielle, rappelons-nous quelques points importants. D'abord, la théorie de l'inflation éternelle et le scénario des collisions de bulles restent hautement spéculatifs. Nous n'avons pas de preuves directes que l'inflation éternelle a eu lieu, ni que d'autres univers existent, ni que des collisions sont possibles. Ce sont des extrapolations logiques de nos meilleures théories. Mais ces théories elles-mêmes sont loin d'être complètes ou confirmées. Ensuite, même si des collisions entre univers sont possibles, la probabilité qu'une telle collision nous affecte est extraordinairement faible. L'océan d'espace en inflation est si vaste que les bulles d'univers sont incroyablement dispersées. La distance moyenne entre deux bulles pourrait être si grande qu'aucune collision n'a jamais eu lieu dans l'histoire de notre bulle, et qu'aucune ne se produira jamais pendant toute la durée de vie de notre univers. Enfin, s'inquiéter d'une collision avec un autre univers est un peu comme s'inquiéter de la mort thermique de l'univers dans des billions de billions d'années. C'est fascinant d'un point de vue intellectuel, mais cela n'a aucune pertinence pratique pour nos vies quotidiennes. Les menaces existentielles auxquelles l'humanité fait face sont bien plus immédiates et bien plus ordinaires. Pourtant, ces spéculations ont une valeur. Elles nous rappellent à quel point notre compréhension de la réalité est limitée et provisoire. Elles nous montrent que les frontières de notre connaissance ne sont pas les frontières du réel. Et elles ouvrent des perspectives sur ce que pourrait être la nature ultime du cosmos. Des perspectives qui étaient tout simplement impensables il y a quelques générations. Il y a un siècle, nous ne savions même pas que d'autres galaxies existaient au-delà de la Voie lactée. Il y a 50 ans, nous ne savions pas que l'expansion de l'univers accélérait. Il y a 30 ans, l'idée d'un multivers était considérée comme de la science-fiction par la plupart des physiciens respectables. Aujourd'hui, elle est prise au sérieux par des chercheurs de premier plan dans les plus grandes universités du monde. Qui sait ce que nous découvrirons dans les décennies à venir? Mais il reste une question que nous n'avons pas encore abordée. Une question qui pousse l'étrangeté encore plus loin. Nous avons parlé de ce qui pourrait se trouver au-delà de notre horizon cosmique dans l'espace. Mais qu'en est-il de ce qui se trouve au-delà dans le temps? Le Big Bang marque le début de notre univers observable tel que nous le connaissons. Mais quelque chose l'a précédé. Il doit y avoir eu un avant, même si cet avant n'est pas décrit par les équations de la relativité générale. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Parce que certaines théories suggèrent que le Big Bang n'était pas le début de tout. Il n'était que le début de notre bulle d'univers particulière. Et d'autres bulles ont commencé avant nous, et d'autres encore commenceront après nous, dans un processus qui pourrait n'avoir ni début ni fin. L'éternité dans le passé autant que dans le futur. Un océan infini de création et de destruction, de naissance et de mort d'univers, qui a toujours existé et qui existera toujours. C'est une vision du cosmos qui dépasse de loin tout ce que les philosophes et les théologiens ont imaginé au cours des millénaires. Un cosmos sans commencement et sans fin, sans créateur et sans but, qui génère spontanément une infinité d'univers par le simple jeu des lois physiques. Un cosmos où notre existence, aussi improbable et précieuse qu'elle puisse nous sembler, n'est qu'un accident parmi une infinité d'autres accidents, perdus dans un océan de possibilités qui dépasse tout entendement. Et pourtant, même cette vision n'est peut-être pas assez radicale. Car il existe des théories encore plus étranges, des hypothèses encore plus vertigineuses sur ce qui se cache au-delà de l'univers observable. Des théories qui remettent en question non seulement nos idées sur l'espace et le temps, mais sur la nature même de la réalité et sur le sens de l'existence. Dans les régions les plus extrêmes de l'univers observable, des événements d'une violence inconcevable se produisent à chaque instant. Des étoiles massives s'effondrent sur elles-mêmes, libérant en quelques secondes plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Des trous noirs supermassifs déchirent des étoiles entières par leur force de marée, les réduisant en rubans de plasma surchauffé qui spiralent vers l'oubli. Des jets de matière relativistes s'élancent à des vitesses proches de celles de la lumière, traversant des millions d'années-lumière et balayant tout sur leur passage. Et ce que nous observons dans notre univers visible n'est probablement qu'un pâle aperçu de ce qui se produit au-delà. Les sursauts gamma sont parmi les événements les plus violents que nous connaissons.
En quelques secondes ou quelques minutes, ils libèrent une quantité d'énergie équivalente à des centaines de fois celle que le Soleil produira pendant les 10 milliards d'années de son existence. Si un sursaut gamma se produisait à quelques milliers d'années-lumière de la Terre et que son jet était dirigé vers nous, il pourrait stériliser la surface de notre planète en quelques instants. L'atmosphère serait ionisée. La couche d'ozone serait détruite. Une pluie de radiation mortelle s'abattrait sur toute forme de vie exposée. Nous en observons environ un par jour, quelque part dans l'univers observable. Ils se produisent généralement à des milliards d'années-lumière de nous, dans des galaxies lointaines. Nous sommes protégés par la distance. Mais si l'univers au-delà de notre horizon est similaire à ce que nous observons, alors des sursauts gamma se produisent constamment dans ces régions inaccessibles. Des milliards, des billions, une infinité peut-être, illuminant l'obscurité cosmique de flashs de destruction que nous ne verrons jamais. Et les sursauts gamma ne sont pas les événements les plus violents possibles. Ils ne sont même pas proches. En 2015, les détecteurs LIGO aux États-Unis ont enregistré pour la première fois des ondes gravitationnelles. Ces ondulations dans le tissu de l'espace-temps prédites par Einstein un siècle plus tôt. Le signal provenait de la fusion de 2 trous noirs, chacun d'environ 30 fois la masse du Soleil, situés à plus d'1 milliard d'années-lumière de la Terre. En une fraction de seconde, alors que les 2 trous noirs spiralaient l'un vers l'autre et fusionnaient, ils ont libéré une quantité d'énergie équivalente à 3 masses solaires sous forme d'ondes gravitationnelles. Pendant un bref instant, cet événement a produit plus de puissance que toutes les étoiles de l'univers observable réunies. Depuis cette première détection, nous en avons observé des dizaines d'autres. Des fusions de trous noirs de masses variées, des fusions d'étoiles à neutrons, des collisions entre étoiles à neutrons et trous noirs. Chaque événement libère des quantités d'énergie qui défient l'imagination. Et chaque événement nous rappelle que l'univers est un endroit extraordinairement violent, où les forces en jeu dépassent de loin tout ce que l'esprit humain peut vraiment concevoir. Mais ces événements, aussi impressionnants soient-ils, se produisent à l'échelle de quelques objets compacts. Qu'en est-il des événements qui se produisent à l'échelle cosmique? Des événements qui affectent non pas quelques étoiles, mais des galaxies entières, des amas de galaxies, des régions de l'univers s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. L'un des processus les plus violents à grande échelle dans l'univers est l'alimentation des noyaux actifs de galaxies. Au centre de la plupart des grandes galaxies se trouve un trou noir supermassif, un monstre gravitationnel dont la masse peut atteindre des milliards de fois celle du Soleil. Quand de la matière tombe vers ce trou noir, elle forme un disque d'accrétion, une spirale de gaz et de poussière surchauffée qui rayonne une quantité phénoménale d'énergie. Dans les cas les plus extrêmes, cette énergie est si intense qu'elle dépasse la luminosité de la galaxie haute tout entière. Ces objets, appelés quasars, sont parmi les sources de lumière les plus brillantes de l'univers. Nous en avons détecté des centaines de milliers dans notre univers observable. Certains sont si brillants que nous pouvons les voir à des milliards d'années-lumière. Des époques où l'univers était encore jeune. Leur énergie provient de la chute de matière vers l'oubli, de la conversion de masse en rayonnement à une efficacité qui dépasse celle de la fusion nucléaire. Et les quasars produisent parfois des jets, des faisceaux colossaux de particules accélérées à des vitesses relativistes, qui s'élancent perpendiculairement au disque d'accrétion et peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière. Ces jets transportent une énergie immense et peuvent influencer l'évolution des galaxies environnantes, chauffant le gaz intergalactique, empêchant la formation de nouvelles étoiles, remodelant l'environnement cosmique sur des échelles colossales. Dans notre univers observable, nous voyons les traces de ces jets sous forme de lobes radio gigantesques, des nuages de particules énergétiques qui brillent en ondes radio et qui peuvent être plus grands que les galaxies qui les ont produits. Certains de ces lobes s'étendent sur plus de 10 millions d'années-lumière. C'est 100 fois le diamètre de notre galaxie. Des structures d'une taille inconcevable, sculptées par des jets de particules crachées par des trous noirs supermassifs à des époques reculées. Et au-delà de notre horizon cosmique, ces processus continuent. Des quasars que nous ne verrons jamais illuminent des régions de l'univers que nous ne connaîtrons jamais. Des jets relativistes sculptent des structures dans des volumes d'espace qui nous sont à jamais inaccessibles.
L'énergie libérée par ces processus, si on l'additionnait sur l'ensemble de l'univers total, serait si grande qu'elle défierait toute tentative de quantification. Mais même ces événements ne sont rien comparés aux cataclysmes qui pourraient se produire dans les scénarios les plus extrêmes que la physique théorique envisage. Revenons un instant à l'idée des collisions entre bulles d'univers. Si deux univers avec des propriétés de vide différentes entrent en collision, l'énergie libérée pourrait être littéralement incommensurable. Nous ne parlons pas ici de l'énergie d'une supernova ou d'un sursaut gamma, ou même de la fusion de deux trous noirs supermassifs. Nous parlons de l'énergie contenue dans le vide lui-même, l'énergie qui définit les propriétés fondamentales de l'espace. Dans notre univers, l'énergie du vide, ce qu'on appelle la constante cosmologique, est extraordinairement faible. C'est l'un des mystères les plus profonds de la physique moderne. Les calculs théoriques naïfs prédisent une énergie du vide qui est plus grande que ce que nous observons par un facteur de 10 élevé à la puissance 120. C'est le plus grand écart entre théorie et observation de toute l'histoire de la physique. Nous ne savons pas pourquoi l'énergie du vide est si faible. Nous ne savons pas quel mécanisme l'annule presque parfaitement. Mais si d'autres univers existent, avec des énergies du vide différentes, certains pourraient avoir des valeurs beaucoup plus grandes. Et si la frontière d'un tel univers entrait en collision avec le nôtre, la différence d'énergie entre les deux vides pourrait déclencher une transition de phase cosmique. Notre vide, qui semble stable, pourrait se révéler métastable. Il pourrait décroître vers un état d'énergie plus basse, libérant une quantité d'énergie catastrophique dans le processus. Ce scénario, connu sous le nom de décroissance du vide ou de catastrophe du vide, est l'un des plus terrifiants que la physique moderne ait imaginé. Si notre vide est métastable, alors quelque part, à n'importe quel moment, une bulle de vrai vide pourrait se nucléer spontanément. Cette bulle s'étendrait à la vitesse de la lumière, convertissant tout l'espace qu'elle traverse en un nouvel état avec des propriétés fondamentalement différentes. Les particules que nous connaissons cesseraient d'exister sous leur forme actuelle. Les atomes se désintégreraient. La matière elle-même se transformerait en quelque chose d'inconnaissable. Et nous ne la verrions pas venir. Elle voyagerait à la vitesse de la lumière, ce qui signifie qu'aucun signal ne pourrait nous précéder pour nous avertir. Un instant, tout serait normal. L'instant suivant, le bord de la bulle nous atteindrait et tout serait terminé. Pas de douleur, pas de conscience, pas même le temps de réaliser ce qui se passe. Juste l'annihilation instantanée de tout ce qui existe. Ce scénario pourrait-il se produire naturellement, sans collision avec un autre univers? Les physiciens ont étudié la question avec attention. La réponse dépend de propriétés du champ de Higgs et de la physique des hautes énergies que nous ne maîtrisons pas encore parfaitement. Selon certains calculs, basés sur les masses mesurées du boson de Higgs et du quark top, notre vide pourrait effectivement être métastable, avec une durée de vie moyenne de l'ordre de 10, élevée à la puissance 100 ans ou plus. C'est un temps incroyablement long, bien plus long que l'âge actuel de l'univers. La probabilité qu'une telle décroissance se produise dans notre voisinage cosmique au cours de l'existence de l'humanité est infinitésimale. Mais dans un univers infini, les événements infiniment improbables se produisent quelque part. Si l'univers au-delà de notre horizon est vraiment infini, alors des bulles de vrai vide se sont déjà nucléées quelque part. Elles s'étendent en ce moment même, engloutissant des régions entières de l'espace, transformant des volumes cosmiques en déserts de physique exotique. Nous ne les voyons pas parce qu'elles sont au-delà de notre horizon, ou parce qu'elles ne nous ont pas encore atteints. Et si l'inflation éternelle est réelle, le processus de création de nouvelles bulles d'univers implique exactement ce genre de transition de phase. Chaque fois qu'une nouvelle bulle se forme, une région d'espace en inflation transite vers un état de vide différent, libérant une quantité d'énergie qui remplit cette nouvelle bulle de matière et de rayonnement. Notre univers lui-même serait né d'un tel processus, d'une transition de phase dans l'océan d'inflation éternelle. Ce qui nous ramène à une perspective vertigineuse sur la violence fondamentale de la création. L'univers, dans cette vision, n'est pas un endroit paisible qui existe tranquillement depuis le Big Bang. C'est un champ de bataille cosmique où des univers naissent et meurent en permanence,
où des transitions de phase catastrophiques remodèlent la structure même de la réalité, où des énergies inconcevables sont libérées et dissipées à des échelles qui dépassent tout ce que nos instruments peuvent mesurer. Et nous, minuscules créatures organiques sur notre petite planète rocheuse, nous existons dans une bulle de stabilité temporaire, un îlot de calme relatif au milieu d'un océan de chaos cosmique. Notre existence même est une anomalie, un accident statistique permis par le fait que notre coin particulier de l'univers a des propriétés compatibles avec la chimie complexe et la biologie. Mais ces propriétés ne sont pas garanties. Elles ne sont pas universelles. Elles pourraient être remplacées à tout moment par quelque chose de complètement différent. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette réalisation. Elle nous force à confronter notre fragilité, non pas seulement en tant qu'individu, non pas seulement en tant qu'espèce, mais en tant qu'habitant d'un type particulier de réalité. Nous ne sommes pas seulement mortels au sens biologique, nous sommes mortels au sens cosmologique. Notre univers lui-même, avec toutes ses galaxies et ses étoiles et ses civilisations potentielles, n'est peut-être qu'une fluctuation temporaire dans un océan de possibilités infinies. Et pourtant, cette perspective a aussi quelque chose de libérateur. Elle nous rappelle que l'existence est précieuse précisément parce qu'elle n'est pas garantie. Elle nous montre que le simple fait d'être là, de pouvoir contempler ces mystères, de pouvoir poser ces questions, est déjà un miracle statistique d'une improbabilité vertigineuse. Chaque instant de conscience est un défi lancé aux forces chaotiques du cosmos. Chaque pensée est une petite victoire contre l'entropie et le hasard. Mais les implications de ce que nous avons exploré ne s'arrêtent pas là. Car au-delà des questions de violence cosmique et de stabilité du vide, se pose une question encore plus profonde. Une question qui touche à la nature même de la réalité et à notre place dans l'ordre des choses. Une question qui a hanté les philosophes que depuis des millénaires et qui trouve aujourd'hui, dans les développements les plus récents de la cosmologie, une résonance nouvelle et troublante. S'il existe véritablement un nombre infini d'univers au-delà de notre horizon cosmique, chacun avec des propriétés légèrement ou radicalement différentes, alors une question s'impose avec une force inévitable. Pourquoi sommes-nous ici, précisément dans cet univers-ci, avec ces lois physiques-ci, plutôt que dans n'importe lequel des autres? Cette question peut sembler naïve à première vue. Nous sommes ici parce que nous sommes ici. Nous ne pouvions pas être ailleurs, par définition. Mais sous cette apparente tautologie se cache l'un des débats les plus profonds de la cosmologie contemporaine. Un débat qui touche à la nature de l'explication scientifique, à la signification de la probabilité dans un contexte cosmologique et à la place de la conscience dans l'univers. Le raisonnement qui tente de répondre à cette question s'appelle le principe anthropique. Dans sa forme faible, il est presque trivial. Il dit simplement que nous ne pouvons observer que les conditions compatibles avec notre existence. Si les lois de la physique ne permettaient pas la formation d'étoiles, de planètes et de vie, nous ne serions pas là pour les observer. Le fait que nous observions un univers compatible avec la vie n'est donc pas surprenant. C'est une nécessité logique. Mais dans sa forme forte, le principe anthropique devient beaucoup plus controversé. Il suggère que les constantes fondamentales de l'univers ont les valeurs qu'elles ont, parce qu'elles devaient avoir ces valeurs pour que nous puissions exister et les mesurer. Cette formulation flirte dangereusement avec la téléologie, avec l'idée que l'univers a un but, une finalité, que son évolution est dirigée vers l'émergence de la conscience. La plupart des physiciens rejettent cette interprétation téléologique. Ils préfèrent une explication basée sur la sélection. Si un nombre immense ou infini d'univers existe, chacun avec des constantes physiques différentes, alors certains de ces univers auront des constantes compatibles avec la vie et d'autres non. Les observateurs ne peuvent exister que dans les univers du premier type. Il n'y a pas de finalité, pas de design, juste un filtrage statistique qui garantit que tout observateur se trouvera dans un univers propice à l'observation. Cette explication est élégante. Elle évite l'invocation d'un créateur ou d'un dessein cosmique. Elle transforme la question de pourquoi l'univers est comme il est en une simple question de probabilité conditionnelle. Mais elle a un coût. Elle suppose l'existence d'un multivers, d'un ensemble d'univers immenses ou infinis,
parmi lesquels la sélection peut opérer. Et cette supposition, aussi naturelle qu'elle puisse sembler dans le contexte de l'inflation éternelle ou de la théorie des cordes, reste une hypothèse non vérifiée et peut-être invérifiable. C'est ici que le débat devient philosophique autant que scientifique. Certains critiques arguent que le multivers n'est pas une théorie scientifique au sens propre, parce qu'il ne fait pas de prédiction testable. Si tous les univers possibles existent, alors tout peut arriver quelque part, et rien ne peut être prédit avec certitude. La théorie explique tout, ce qui équivaut à n'expliquer rien. Les défenseurs du multivers répondent que cette critique est trop sévère. Le multivers fait des prédictions statistiques. Il prédit que nous devrions nous trouver dans un univers typique parmi ceux qui permettent l'existence d'observateurs. Si nos mesures montraient que nous vivons dans un univers extraordinairement atypique, improbable même parmi les univers habitables, ce serait une réfutation du multivers. Jusqu'à présent, nos observations semblent compatibles avec un univers relativement typique, ce qui est au moins cohérent avec l'hypothèse du multivers. Mais au-delà de ce débat méthodologique, l'idée du multivers soulève des questions existentielles profondes. Si nous ne sommes qu'une variation parmi une infinité d'autres, si chaque choix que nous faisons est fait différemment dans un autre univers, si chaque possibilité s'est réalisée quelque part, alors que reste-t-il de la notion de signification ? Que reste-t-il de l'idée que nos vies ont une importance, que nos décisions comptent, que notre existence a un sens ? Pour certains, cette perspective est profondément libératrice. Elle dissout l'angoisse du choix, la peur de l'erreur, le regret des chemins non pris. Si toutes les possibilités sont réalisées quelque part, alors rien n'est vraiment perdu. Chaque version de toi vit chaque vie possible. L'ensemble de toutes les possibilités est complet, parfait, total. Pour d'autres, cette même perspective est terrifiante. Elle vide l'existence de toute unicité, de toute préciosité. Si tu existes en un nombre infini de copies, faisant un nombre infini de variations de tout ce que tu pourrais faire, alors qu'est-ce qui te rend spécial ? Qu'est-ce qui rend cette vie-ci, ce moment-ci, cette conscience-ci, différente de toutes les autres ? Il n'y a pas de réponse facile à ces questions. Elles touchent à des domaines où la science cède la place à la philosophie, où les faits cèdent la place aux valeurs, où les descriptions cèdent la place aux interprétations. Chacun doit trouver sa propre manière de donner sens à ces perspectives vertigineuses. Mais il y a une autre dimension à cette réflexion. Une dimension qui concerne non pas notre place dans l'espace des univers possibles, mais notre place dans le temps cosmique. Car même si notre univers est le seul, même si le multivers n'existe pas, nous faisons face à une réalité tout aussi troublante. L'univers a un futur, et ce futur est sombre. Les cosmologistes ont tracé les grandes lignes de l'évolution future de notre univers avec une précision remarquable. Et le tableau qu'ils peignent n'est pas réjouissant. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera l'hydrogène dans son cœur et commencera à brûler de l'hélium. Il se transformera en une géante rouge, gonflant jusqu'à englober peut-être l'orbite de la Terre. Notre planète sera incinérée, vaporisée, réduite en cendres atomiques qui se disperseront dans l'espace interplanétaire. C'est le destin de toutes les planètes orbitant des étoiles de type solaire. Chaque monde, chaque civilisation qui aurait pu s'y développer sera ultimement consumée par son soleil vieillissant. Mais même cette fin n'est qu'un prélude. Car après que toutes les étoiles de type solaire se seront éteintes, d'autres étoiles continueront à briller. Les naines rouges, ces petites étoiles froides qui représentent pour la majorité des étoiles de l'univers, brûlent leur combustible si lentement qu'elles peuvent durer des billions d'années. Bien après que notre soleil ne soit plus qu'une naine blanche refroidissante, les naines rouges continueront à illuminer l'univers d'une lueur faible mais tenace. Mais elles aussi finiront par s'éteindre. Dans peut-être 10 à 100 billions d'années, la dernière étoile de l'univers consommera son dernier atome d'hydrogène et cessera de briller. L'univers plongera dans l'obscurité. Plus aucune lumière naturelle n'éclairera les cieux. Les seules sources de rayonnement seront les naines blanches en refroidissement, les étoiles à neutrons en ralentissement, et la radiation Hawking infiniment ténue émise par les trous noirs. Et puis,
Même ces sources s'épuiseront. Les naines blanches atteindront l'équilibre thermique avec le vide spatial et cesseront de rayonner. Les étoiles à neutrons ralentiront jusqu'à l'immobilité. Et les trous noirs, ces monstres gravitationnels qui semblaient éternels, s'évaporeront lentement par radiation Hawking. La radiation Hawking est l'un des résultats les plus profonds de la physique théorique du XXe siècle. Elle résulte de la combinaison de la mécanique quantique et de la relativité générale appliquée au voisinage d'un horizon des événements. À cause des fluctuations quantiques du vide, des paires de particules virtuelles se forment constamment près de l'horizon. Parfois, l'une des particules de la paire tombe dans le trou noir tandis que l'autre s'échappe. L'énergie nécessaire pour créer la particule qui s'échappe est empruntée au trou noir lui-même, ce qui le fait lentement perdre de la masse. Ce processus est incroyablement lent pour les trous noirs de taille astronomique. Un trou noir de la masse du Soleil mettrait environ 10 élevés à la puissance 67 ans à s'évaporer. Un trou noir supermassif de plusieurs milliards de masse solaire pourrait durer 10 élevés à la puissance 100 ans ou plus. Ce sont des durées qui défient toute tentative de visualisation. Mais elles ne sont pas infinies. Un jour, le dernier trou noir de l'univers émettra sa dernière particule de radiation Hawking et disparaîtra. Que restera-t-il alors ? Un vide. Un vide parfait et éternel, parsemé de quelques particules subatomiques tellement dispersées qu'aucune d'entre elles ne rencontrera jamais une autre. Les photons émis par les dernières sources de rayonnement continueront à voyager à travers l'espace, mais leurs longueurs d'onde seront étirées à l'infini par l'expansion continue de l'univers, jusqu'à ce qu'ils ne portent plus aucune énergie significative. La température de l'univers approchera asymptotiquement du zéro absolu, sans jamais l'atteindre tout à fait. C'est ce que les cosmologistes appellent la mort thermique de l'univers. Un état d'équilibre parfait où rien ne se passe plus, où aucune structure ne peut se former, où aucun travail ne peut être accompli, où le temps lui-même perd toute signification parce qu'il n'y a plus rien pour le mesurer. Un silence éternel, un néant fonctionnel, et dans cet avenir glacé, toute trace de ce qui a existé sera effacée. Les galaxies, les étoiles, les planètes, les civilisations, les œuvres d'art, les pensées, les amours, les souffrances, les espoirs, tout sera réduit à néant. Pas même un souvenir ne subsistera, parce qu'il n'y aura plus personne pour se souvenir. Cette perspective peut sembler écrasante, elle peut sembler vider l'existence de tout sens, puisque tout finira par disparaître dans l'oubli cosmique. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Le fait que l'univers aura une fin ne diminue pas la valeur de ce qui existe maintenant. Un coucher de soleil n'est pas moins beau parce qu'il ne dure que quelques minutes. Une fleur n'est pas moins précieuse parce qu'elle fanera demain. Une vie n'est pas moins significative parce qu'elle se terminera un jour. Peut-être que la finitude est précisément ce qui donne de la valeur à l'existence, dans un univers éternel où tout se répète infiniment. Rien n'aurait vraiment d'importance. Chaque moment serait remplaçable, interchangeable avec d'innombrables autres moments identiques. Mais dans notre univers, chaque moment est unique. Chaque configuration de matière et d'énergie ne s'est jamais produite avant et ne se reproduira jamais après. L'instant présent est littéralement irremplaçable. Et c'est peut-être là que réside la réponse aux angoisses existentielles soulevées par la cosmologie moderne. Que l'univers soit unique ou qu'il soit un parmi une infinité. Que nous soyons seuls ou que d'innombrables copies de nous existent ailleurs. Que l'avenir soit radieux ou qu'il soit un lent déclin vers le néant. Cela ne change rien au fait que nous sommes ici, maintenant, conscients et capables de nous émerveiller. La conscience est peut-être le phénomène le plus extraordinaire de l'univers. Des atomes inertes, obéissant aveuglément aux lois de la physique, se sont organisés d'une manière si complexe qu'ils sont devenus capables de se contempler eux-mêmes. L'univers est devenu conscient d'une partie de lui-même à travers nous. Nous sommes la façon dont le cosmos se connaît. Et même si cette conscience est temporaire, même si elle disparaîtra un jour dans l'oubli thermodynamique, elle existe maintenant. Elle compte maintenant. Elle a une valeur intrinsèque que rien ne peut lui enlever.
pas même la mort thermique de l'univers dans des billions de billions d'années. Nous sommes, chacun d'entre nous, des miracles statistiques, des arrangements improbables de matière qui ont réussi à se maintenir contre l'entropie juste assez longtemps pour regarder les étoiles et se demander d'où elles viennent. Le simple fait de poser ces questions, de contempler ces mystères, de ressentir ce vertige face à l'immensité du cosmos, est déjà une victoire contre le hasard et le chaos. Et cette victoire, aussi temporaire soit-elle, est la seule qui compte vraiment. Nous avons voyagé loin ensemble, toi et moi. Nous avons traversé l'horizon cosmique, cette frontière invisible au-delà de laquelle aucune lumière ne peut nous parvenir. Nous avons plongé dans l'océan d'espace en inflation éternelle, parsemé de bulles d'univers innombrables, chacune avec ses propres lois et ses propres destins. Nous avons contemplé la violence indicible des processus cosmiques, les explosions et les collisions et les cataclysmes qui façonnent la réalité à des échelles que notre esprit peine à concevoir. Nous avons affronté les questions existentielles les plus vertigineuses, la signification de notre existence dans un cosmos peut-être infini, notre place dans le temps cosmique face à un avenir de silence éternel. Et maintenant, il est temps de rassembler ces fils, de tisser une tapisserie de sens à partir de tous ces fragments de connaissances et de mystères. Ce qui émerge de notre exploration n'est pas une réponse simple, c'est plutôt une nouvelle façon de poser les questions, une nouvelle perspective sur notre condition cosmique. L'univers observable, avec ses 46 milliards d'années-lumière de rayons, ses milliards de galaxies, ses septillions d'étoiles, est peut-être tout ce qui existe. Ou peut-être n'est-il qu'une infime fraction d'un cosmos immensément plus vaste. Ou peut-être n'est-il qu'une bulle parmi une infinité d'autres bulles, flottant dans un océan d'inflation éternelle. Nous ne le savons pas, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais cette incertitude elle-même nous dit quelque chose de profond sur notre situation. Nous sommes des créatures finies, limitées, prisonnières d'une perspective particulière dans l'espace et le temps. Notre horizon cosmique n'est pas seulement une limite observationnelle, c'est une métaphore de notre condition. Nous voyons toujours le monde depuis un point de vue particulier, avec des instruments particuliers, à travers des concepts particuliers. Ce que nous appelons la réalité est toujours une construction, une interprétation, une carte plutôt qu'un territoire. Et pourtant, malgré ces limitations, nous avons accompli quelque chose d'extraordinaire. Nous avons réussi à comprendre, au moins en partie, les lois qui gouvernent l'univers. Nous avons reconstruit l'histoire cosmique depuis une fraction de seconde après le Big Bang. Nous avons mesuré l'âge, la taille, la composition de notre univers observable avec une précision remarquable. Nous avons même osé spéculer, avec rigueur et créativité, sur ce qui pourrait se trouver au-delà de ce que nous pouvons voir. C'est un témoignage de la puissance de l'esprit humain. Une preuve que la conscience, aussi fragile et temporaire soit-elle, peut atteindre au-delà de ses limites immédiates et toucher l'infini, au moins par la pensée. Mais notre exploration nous a aussi enseigné l'humilité. Elle nous a montré combien nous sommes petits face à l'immensité du cosmos. Non pas petits au sens de sans valeur, mais petits au sens de vulnérable, de dépendant, de contingent. Notre existence repose sur un équilibre extraordinairement délicat de conditions physiques. Si les constantes fondamentales de l'univers étaient légèrement différentes, nous ne serions pas là. Si notre coin du cosmos n'avait pas été épargné par les cataclysmes qu'il menace, nous ne serions pas là. Si l'évolution n'avait pas pris certains tournants improbables sur notre petite planète, nous ne serions pas là. Nous sommes le produit d'une chance cosmique inimaginable. Et cette chance pourrait nous être retirée à tout moment, par un sursaut gamma, par une collision avec un autre univers, par une décroissance du vide, par d'innombrables autres catastrophes que nous ne pouvons ni prévoir, ni prévenir. Cette fragilité devrait nous remplir non pas de désespoir, mais de gratitude. Chaque instant de conscience est un cadeau. Chaque moment de beauté, de connexion, de compréhension est une victoire arrachée aux forces aveugles du cosmos. Le simple fait d'être vivant, d'être conscient, d'être capable de s'émerveiller est un miracle qui se renouvelle à chaque souffle. Et cette perspective change tout. Elle transforme les questions métaphysiques abstraites en une invitation à vivre plus pleinement. Que le multivers existe ou non,
Tu es ici maintenant. Que l'univers soit fini ou infini, tu en fais partie. Que l'avenir soit la mort thermique ou quelque chose d'imprévu, le présent est le seul moment qui compte vraiment. Parce que c'est le seul que tu peux habiter. Les physiciens et les cosmologistes continueront à sonder les mystères de l'au-delà. Ils construiront des télescopes plus puissants, des détecteurs plus sensibles, des théories plus audacieuses. Peut-être découvriront-ils des preuves de l'existence d'autres univers, des signatures dans le fond diffus cosmologique, des anomalies dans la distribution des galaxies, des signaux que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Ou peut-être atteindront-ils les limites ultimes de ce que la science peut connaître, des frontières au-delà desquelles aucune méthode empirique ne peut pénétrer. Dans les deux cas, le mystère ultime persistera. Qu'est-ce que la réalité, fondamentalement ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Quelle est la place de la conscience dans le schéma cosmique ? Ces questions ne sont peut-être pas scientifiques au sens strict. Elles ne sont peut-être pas résolubles par l'observation et l'expérimentation. Mais elles sont profondément humaines. Elles expriment notre besoin de comprendre, de situer notre existence dans un contexte plus large, de trouver un sens dans un univers qui semble, à première vue, indifférent à notre présence. Et peut-être que l'absence de réponse définitive est elle-même une réponse. Peut-être que le sens n'est pas quelque chose à découvrir, mais quelque chose à créer. Peut-être que notre rôle dans le cosmos n'est pas de recevoir passivement une signification préétablie, mais de la générer activement à travers nos choix, nos relations, nos œuvres, nos actes de compassion et de beauté. L'univers au-delà de notre horizon est sombre. Il est mystérieux. Il est peut-être infiniment vaste, peut-être peuplé d'univers innombrables, peut-être sujet à des cataclysmes que nous ne pouvons pas concevoir. Mais il est aussi le contexte qui rend notre existence possible. Sans cet au-delà, sans cet infini qui nous dépasse, nous ne serions rien. La lumière ne se définit que par contraste avec l'obscurité. La vie ne se définit que par contraste avec le vide. Notre petite bulle de conscience brille précisément parce qu'elle est entourée d'un océan de mystères. Pense à cela la prochaine fois que tu regarderas le ciel nocturne. Chaque étoile que tu vois est un soleil, peut-être entouré de planètes, peut-être abritant des formes de vie que nous ne pouvons pas imaginer. Et au-delà de ces étoiles, il y a des milliards de galaxies. Et au-delà de ces galaxies, il y a l'horizon cosmique. Et au-delà de cet horizon, il y a peut-être un univers infiniment plus vaste que tout ce que nous pouvons voir. Et au-delà de cet univers, il y a peut-être d'autres univers, d'autres réalités, d'autres possibilités. Et toi, minuscule créature de carbone sur une petite planète rocheuse, tu es capable de concevoir tout cela. Tu es capable de te tenir au bord du gouffre de l'inconnu et de regarder sans ciller. Tu es capable de ressentir le vertige de l'infini et de continuer malgré tout à chercher, à questionner, à espérer. C'est peut-être cela, le sens ultime. Non pas une réponse, mais une attitude. Non pas une certitude, mais une ouverture. Non pas une destination, mais un voyage sans fin vers des horizons toujours plus lointains. L'au-delà de l'univers observable restera peut-être à jamais hors de notre portée. Mais il sera toujours là, dans notre imagination, dans nos théories, dans nos rêves. Il sera le rappel constant que la réalité est plus vaste que tout ce que nous pouvons connaître, que le mystère est inépuisable, que l'aventure de la connaissance ne se termine jamais. Et maintenant, laisse ces pensées s'installer doucement dans ton esprit. Laisse le vertige se transformer en émerveillement. Laisse la peur de l'inconnu céder la place à la curiosité. Tu es fait de poussière d'étoiles, assemblée pendant des milliards d'années par des processus cosmiques d'une complexité inimaginable. Tu es le produit de l'univers qui se contemple lui-même. Tu es la conscience du cosmos, aussi fragile et temporaire soit-elle. L'obscurité, au-delà de l'horizon, n'est pas une menace. C'est une invitation à continuer à chercher, à questionner, à s'émerveiller, une invitation à vivre pleinement dans ce petit coin de l'univers qui t'a été donné, tout en gardant les yeux levés vers les étoiles. Car même si nous ne saurons jamais tout ce qui se cache au-delà, le simple fait de se poser la question nous élève. Le simple fait de contempler l'infini nous transforme.
Le simple fait d'être conscient du mystère nous rend, d'une certaine façon, participants de ce mystère. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est tout ce dont nous avons besoin. Pas des réponses définitives, mais des questions infinies. Pas la certitude, mais l'émerveillement. Pas la maîtrise du cosmos, mais l'humilité devant sa grandeur. L'au-delà de l'univers observable continuera à nous appeler, à nous fasciner, à nous terrifier peut-être. Il sera toujours là, juste au-delà de ce que nous pouvons voir, immense et silencieux et plein de possibilités. Et nous serons toujours là aussi longtemps que nous existerons, à regarder vers lui avec des yeux pleins de questions et des cœurs pleins d'espoir. Ferme les yeux maintenant. Laisse ton souffle ralentir. Sens le poids de ton corps sur la surface de cette planète qui tourne dans l'espace. Et sache que tu fais partie de quelque chose d'infiniment plus grand que toi. Quelque chose de mystérieux et de magnifique. Quelque chose qui dépasse tout ce que les mots peuvent exprimer. Tu es chez toi dans l'univers, même si tu ne le comprends pas entièrement, même si tu ne le comprendras jamais. Tu en fais partie et il fait partie de toi. Et cela suffit. Bonne nuit.